là tout d'un coup, il tombe sur un cerf, et le cerf se retourne, il a dans ses bois un crucifix, c'est ce qu'on appelle un cerf crucifère, d'accord? Et le cerf dit à Saint-Eustache, pourquoi me chasses-tu? Et là, Saint-Eustache tombe en extase, non, j'aurais pas dû, d'accord? Et c'est de la conversion. Cette conversion, évidemment, ça rappelle, et c'est copié-collé sur celle archi connue de Saint Paul, le chemin de Damas. Le cerf dit strictement la même chose que Saint Paul. Hein? Vous savez, Saül, 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 pourquoi me poursuis-tu? C'est ça, hein? Pourquoi me persécutes-tu? Et là, sur le chemin de Damas, Paul tombe de son cheval. Il tombe du cheval. D'accord? Il est représenté dans les images médiévales, alors que ce n'est pas dans le texte biblique, en train de tomber du cheval. Et là, vous avez la même chose. Le chasseur tombe du cheval. Il quitte, alors que lui était un chevalier, il quitte son état de chevalier, devient un piéton, d'accord? Et devient, de chevalier, devient un religieux, devient un saint. D'accord? Tout ça grâce à un cerf. Premier symbole. Second symbole, j'ai pas d'image à vous montrer parce que ça aurait un peu lourdi le propos. Second symbole, vous avez le cerf qui est aussi important dans la légende royale. Parce que vous savez, alors évidemment la légende royale c'est quoi? C'est la légende qui s'est fixée au XIIIe siècle à l'abbaye de Saint-Denis, sur commande des rois, dans des textes qu'on appelle les grandes chroniques de France, qui quelque part donnent une espèce d'histoire un peu mythifiée des rois. D'accord? Et en fait, on explique la fondation de l'abbaye de Saint-Denis de la manière suivante. D'accord? Vous avez le roi Dagobert qui poursuivait un cerf avec sa queue de l'envers. Non, c'est pas ça. Il poursuivait un cerf et le cerf l'amène, d'accord, dans un bois complètement perdu, dans une vieille chapelle abandonnée, et c'est là qu'étaient les restes de Saint-Denis. D'accord? Et là, Dagobert, en voyant ça, au lieu de tuer le cerf, s'agenouille et il promet de faire construire une abbaye. D'accord? Vous voyez que le cerf, d'accord, c'est extrêmement important. C'est un animal extrêmement important. Et n'oubliez pas que Saint-Eustache, vous avez une église, Saint-Eustache à Paris. Étonnamment, l'église Saint-Eustache, la paroisse Saint-Eustache, c'est à la fontaine des Innocents. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est étonnant. Comme s'il y avait un... Bizarre. Bizarre. Alors là, qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Ben, ça continue parce que là, je fais une autre parenthèse. Parce que vous me dites, des cerfs dans la ville, c'est pas possible. C'est ridicule, c'est comme des moutons dans la ville. Sauf qu'évidemment, à l'époque médiévale, les animaux dans la ville, il y en a un paquet. L'animal le plus présent dans une ville médiévale, c'est quoi d'après vous? Le cochon. Ah oui, le cochon, d'accord. Le cochon, pourquoi? Parce que c'est les boueurs de l'époque, hein, d'accord. On jette des détritus, le cochon mange, après le cochon il est gros, et le cochon, l'avantage c'est que tout se mange, hein, d'accord. Vraiment tout, d'accord. Du ventre à la queue, d'accord. Donc tout se mange. Bon, aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux à manger de la triperie, etc. Mais à l'époque, voilà, c'était pas de chichi, hein, ça se mange, c'est de la protéine. D'accord? Donc, cochon, en effet, vous avez aussi des moutons, vous avez des vaches, d'accord, dans Paris, ok. Vous avez beaucoup moins de chiens qu'on pourrait le penser, parce que les chiens, c'est surtout un animal noble, d'accord, hein, ok. Vous n'avez pas beaucoup de chevaux, d'accord, parce que bah, les chevaux, c'est pareil, ça coûte très cher, ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un foisonnement d'animal dans la ville qu'il n'y a plus aujourd'hui. Les seuls animaux qu'on voit aujourd'hui dans la ville, dehors, c'est les chiens, bon, des chats, pas trop les chats, hein. Voilà, d'accord. Et pareil, les chats à l'époque, on n'aime pas trop ça. Hein. D'accord. Voilà. Ça a une mauvaise réputation. Ça a une mauvaise réputation, et c'est au point d'ailleurs, c'est comme quoi les représentations, ça compte aussi. Imaginez-vous bien qu'un chat médiéval, il ne ressemble pas du tout à nos Mineves aujourd'hui. Hein. Les chats médiévaux, c'était pas des animaux domestiques. Des animaux qui n'étaient pas domestiqués. On les laissait à l'état à moitié sauvage, et on ne leur donnait pas à manger pour qu'ils chassent les souris. D'accord. Parce qu'imaginez-vous des chats faméliques, agressifs. Voilà, c'est pas genre gentil minou. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, mais les cerfs, est-ce qu'ils sont dans la tenue finie sur le cochon? Vous savez qu'il y a, ça c'est Michel Pastoureau qui dit ça, il aime bien dire ça, c'est vrai que c'est marrant comme histoire. Vous savez qu'un cochon a modifié l'histoire de France. Ah oui. En 1131, d'accord, le fils de Louis VI le Gros, Philippe de France, le jeune prince qui allait devenir roi, se balade tranquillement dans Paris sur une jument. La jument, en train de tranquiller certainement dans les rues de Paris, ne fait pas attention et marche sur la patte d'une truie, d'accord. Et en l'occurrence, la truie croque, d'accord, la patte de la jument s'emballe, elle fait tomber le prince héritier, au revoir le prince, d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu notamment des règles pour interdire les cochons dans la ville, règles qui n'ont jamais été suivies. Je reviens sur les cerfs.
Ben, les serres, en fait, vous en avez dans la ville. Ou du moins juste à côté. Dans le bois de Vincennes. Et là, vous avez une image d'un roi qu'on voit sur la gauche, mais encore une fois sur la droite de l'image, en l'occurrence. Le roi, c'est Philippe Auguste, qui ordonne la construction d'un mur autour de Vincennes, un mur de pierre qui fait plusieurs kilomètres. C'est-à-dire qu'il se crée un bois, d'accord? Il cloue un bois juste à côté de la ville, et dans ce bois-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'organiser des chasses. Rien qu'à lui. C'est une manière évidemment de se distinguer de tout le monde et de dire le bois il m'appartient. D'accord? C'est quelque part, moi, en tant que roi, je suis un des seuls à pouvoir pratiquer cette chasse royale, cette chasse d'élite qui est la chasse aux cerfs. Pas vous. D'accord? Et il fait ça dans un endroit clos. Et ce qui est intéressant avec Philippe Auguste, c'est que c'est aussi le roi qui va faire construire, d'accord, la première grande muraille de Paris depuis l'Antiquité, d'accord, l'enceinte de Philippe Auguste, dont vous avez encore des restes aujourd'hui, d'accord, notamment en face de Saint-Charlemagne. Donc il fait clore à la fois la ville, mais aussi le bois de Vincennes, et aussi le cimetière des Innocents, où il y a la fontaine, d'accord. Quand un seigneur fait clore quelque chose, évidemment, c'est un signe de pouvoir, c'est un signe d'accaparement d'un lieu, d'accord. Là, en faisant clore la ville avec une enceinte fortifiée, Philippe Auguste dit, parce que la ville, il n'y a pas que lui comme seigneur, hein, mais dit à toute la ville et à tous les seigneurs, attention, c'est moi le seigneur prééminent, d'accord. C'est moi le seigneur prééminent de la ville, vu que c'est moi qui va prendre la ville. D'accord. Et là, pareillement, avec le bois de Vincennes, alors, non seulement il fait clore le bois de Vincennes, vous voyez bien, mais en plus il fait autre chose, il leur donne autre chose. Il leur donne le pavement des rues, et pas de n'importe quelle rue évidemment, il leur donne le pavement de la rue Saint-Antoine et de la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis parce que c'est la rue royale par excellence, c'est la rue qui mène du palais à l'abbaye de Saint-Denis, du palais à la nécropole royale, d'accord. Donc vous avez vraiment une prise en main de l'espace, qui passe aussi par l'installation, juste à côté de la ville, d'une espèce de réserve de chasse. D'accord. Chasse à côté de la ville, c'est de dire à la ville, attention, le plus grand seigneur du coin, c'est moi, parce que ma réserve de chasse, elle est juste à côté. Voilà. Bon. Ça n'explique pas pourquoi il y a des cerfs vivants, en fait, en 1451. Ah ben, on continue. Le mystère va commencer un peu à s'éclaircir. Là, vous avez un texte vers 1380, d'accord. Le cerf de Senlis et Charles VI. Charles VI, je vous le rappelle, c'est le grand-père de Henri VI, d'accord, qui est roi en 1431, d'accord. Charles VI, ok. J'ai oublié le nom de sa main, c'est Marguerite, non, sa fille, comment ça s'appelle? Bon, c'est pas grave. Il a une fille, d'accord, excusez-moi, j'ai oublié, un truc de mémoire, voilà, qui se marie avec Henri VI, Henri V, pardon, et ça donne Henri VI. Et là, c'est la fameuse entrée de 1431. Mais à côté, Charles VI, il a eu un autre fils qui s'appelle Charles VII. D'accord. C'est lui le futur vainqueur de l'histoire, d'accord. Ça se trouve, ça aurait pu être lui, hein, d'accord, à l'époque. Hein. Et donc là, c'est lui, d'accord, donc qui procède à cette entrée en 1431 où il décède. Là, Charles VI, on remonte en 1380, c'est au moment justement où Charles VI devient roi. D'accord. C'est au moment où Charles VI devient roi. Il se fait couronner à Saint-Denis. Et juste après le couronnement, il va chasser en forêt de Senlis. Et voilà l'histoire qui est racontée par plusieurs sources, hein, de manière différente. Mais c'est toujours dans les chroniques du religieux de Saint-Denis, d'ailleurs c'est les mêmes que j'ai utilisées pour l'entrée de Mazères, d'accord. Voilà ce que dit la chronique du religieux de Saint-Denis, chronique pour le coup royal, hein. C'est une commande du roi. 3 mois s'étaient écoulés depuis le couronnement du roi, et il, Charles VI, passait aux yeux de ses fidèles pour avoir transgressé les usages de ses ancêtres, parce qu'il n'avait pas encore payé le tribut de ses hommages et de ses prières à Saint-Denis, patron particulier de la France. Il n'était pas allé prier à Saint-Denis. Il résolut d'accomplir en personne ce pèlerinage avec un cortège choisi, composé de ses oncles, des princes et des barons. Il se rendit ensuite à Senlis. Là, retenu par les agréments de la forêt voisine, il passa une quinzaine à parcourir en chassant les bois d'alentour,
se livrant à ce passe-temps avec toute l'ardeur ordinaire en français. Alors là, c'est une traduction de 1839. C'est un peu... à l'époque, je pense que dans le texte ancien, le terme français n'est pas là, n'existe pas. Un jour que pour charmer son ennui, il était allé à la chasse, au milieu d'une troupe de cerfs, il en aperçut un plus beau que les autres. Et qui, chose étonnante à dire et à voir, portait au cou un collier de cuivre doré, avec une inscription en caractère fort ancien. Par son ordre, on le prit le cerf, sans se servir des chiens, mais seulement avec les filets de chasse. Et là, ça veut dire que le cerf se laisse capturer. Il consent à ces captures. Plusieurs de ceux qui lurent l'inscription rapportèrent qu'elle contenait ces mots latins: Caesar hoc mi donavit, César m'a donné ceci. Ils assurèrent au roi que cet animal était resté dans ce bois depuis le temps de Jules César ou de quelque autre empereur. Le roi, charmé, rendit au cerf sa liberté. On n'avait jamais rien vu ni rien su de pareil. Le roi fut tellement enchanté de cette rencontre que dans la suite, il fit graver sur la vaisselle royale d'or et d'argent et sur tous les meubles d'apparat un cerf volant portant une couronne pour collier. Alors cette histoire, d'accord, c'est à ce moment-là que le cerf est devenu, jusqu'au XVIe siècle, un des emblèmes royaux les plus importants. Vous avez un cerf, plus grand que les autres, qui s'est soumis au roi et qui était un cerf extrêmement ancien, qui lui-même avait reçu un don, une espèce de collier, d'accord, de la part de Jules César. C'est quoi cette histoire de Jules César? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour comprendre ça, il faut... Encore un petit coup. Voilà. C'est quoi ce machin? Ça, vous avez des objets qui sont des objets extrêmement importants, mais qui sont très peu étudiés. D'accord, il y a un seul article qui est paru en français, en anglais, en espagnol. Enfin, il y a un seul article en français. Donc c'est vraiment un truc que personne n'étudie vraiment, et c'est bien dommage. Ces objets-là, vous avez vu l'objet là, en haut là, c'est ce qu'on appelle une vervelle. Vous avez vu, ça fait 2 cm, tout petit. Vous en avez 2-3 seulement au musée de Cluny. Et c'est des objets en fait qui étaient portés par les faucons. Alors, vous savez que les faucons, c'est des animaux pareil, extrêmement chers, c'était vraiment des animaux nobles. Qui utilisaient les nobles pour la chasse et la fauconnerie. D'accord. Sauf que le faucon, le problème, c'est quand on le lance, d'accord, eh bien, parfois ça peut aller très loin. Parfois ça se perd. Sauf qu'un faucon, ça coûte super cher. D'accord. Ça coûte le prix d'un cheval de guerre, c'est-à-dire que c'est le revenu d'un an d'une petite seigneurie. Donc ça coûte très très cher un faucon. Donc, au bout d'un moment, on a mis au faucon ce qu'on appelle les vervelles, donc on a mis au bout, sur leur tarse, donc leur tarse c'est en gros la cheville quelque part, on leur met une espèce de jet, d'accord, donc c'est une espèce de lanière de cuir, et au bout de cette lanière de cuir, on met, là on voit un exemple qui est tiré de l'encyclopédie, d'accord, donc c'est-à-dire qu'il y en avait encore au XVIIIe siècle, on met donc, là c'est la tarse, ça c'est la tarse, en gros, ça représente la tarse, on a ce jet là, et puis au bout on met, là au XVIIIe siècle, il y a une espèce de petite anneau, il est marqué « Je suis au roi », d'accord. Mais au Moyen-Âge, tous les seigneurs, en tout cas ceux qui ont assez d'argent, ils se font faire des vervelles avec leur écu, leurs armes. D'accord. Sauf que, d'accord, c'est complètement idiot de faire ça. Ça sert à rien, d'accord. Ça peut se perdre, tout. Enfin, parfois, le roi de France, on a retrouvé des contes où le roi de France, il se fait faire des vervelles en or et en argent. D'accord. Donc c'est des trucs hyper chers, d'accord, mais qui a priori ne servent pas à grand chose, d'accord. Le faucon il part à 300 km quand il veut, d'accord, ça ne sert pas à grand chose. Et bien sauf que si, ça sert à quelque chose. Pourquoi? Eh bien vous vous rappelez, je vous disais que les cerfs, en divagant, et bien le faucon c'est la même chose. En divagant, le faucon quelque part va créer, d'accord, une espèce de lien social. Et on a des histoires, on a retrouvé des textes où vous avez des faucons qui sont retrouvés parfois à 200 km et qui sont rendus à des seigneurs comme ça. Et en fait, le faucon permet d'établir en fait une espèce de rapport entre deux personnes. D'accord. Le fait que le faucon divague, ça permet d'établir un lien. Et bien là, avec cette histoire de cerf, d'accord, de César, vous avez une sorte de vervelle, mais qui n'est pas une vervelle géographique, mais une vervelle temporelle. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une espèce de lien, d'accord, entre un roi ancien
qui avait soumis un cerf, à qui le cerf appartenait, à qui le cerf s'était soumis, d'accord? Et ce cerf avait survécu, et plusieurs siècles après, plusieurs millénaires, il se soumet à nouveau à un autre roi. Et ce roi, évidemment, est vu comme un des héritiers, d'accord, de César, d'accord? Vous voyez que vous avez, alors là je fais un peu la liste, hein, vous avez la légende de Saint-Eustache, d'accord? L'histoire de l'abbaye de Saint-Denis, qui est une abbaye royale qui est découverte par un cerf. Vous avez cette histoire-là qui se développe dans les milieux royaux à partir de la fin du XIVe siècle. Là, on commence à se dire, finalement, l'entrée de 1431, le cerf, ça pouvait servir à quelque chose. En tout cas, ça devait rappeler pas mal de gens des trucs, quoi. D'accord? Bon, mais sauf que là, encore une fois, tout ça, ça reste du symbole. Je ne suis pas sûr que le Parisien de base, quand il a vu cette espèce de chasse, il s'est dit « Eh oui, évidemment, c'est une allusion à Saint-Eustache, et puis aussi une allusion au texte du religieux de Saint-Denis de 1380. » Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est en même temps beaucoup plus simple. On va continuer. Là. Ah mais non, attendez, monsieur. En fait, ça va se compliquer, en fait. Ça va se compliquer. Oh là là, ça va se compliquer. Parce que des cerfs dans une entrée royale, vous en avez d'autres. Notamment, d'accord, en 1449 à Rouen. Qui c'est qui rentre à Rouen en 1449? Eh bien, cette fois, c'est pas Henri VI, qui a pas mal de soucis en Angleterre et qui est en train de perdre toutes ses fortifications en France, c'est Charles VII. Charles VII qui est en train de reprendre la Normandie aux Anglais. Il rentre à Rouen en 1449 avec son armée. Rouen qui était, comme Paris en 1431, une ville disputée entre deux rois. D'accord? Et voilà donc, là tout d'un coup, à Rouen, voilà ce que dit le texte qui est tiré de Martial d'Auvergne, les Vigiles de Charles VII. D'accord? Là pour le coup, c'est une version imprimée, d'accord? Qui est disponible sur Internet. Hein. Puis, au carrefour de l'église, donc là le roi est entré dans la ville, et là il arrive à un carrefour d'une église, il y a une église, il y a un beau cerf-volant, portant en soie col par devise, il porte autour de ce col par devise, une couronne d'or boulant. Couronne un peu boulant, bouffante. Et quand le roi Ilek-Allah, donc quand le roi Alala, dire ses grâces en l'église, quand le roi rentre à l'église, le cerf, le dit cerf, si s'agenouilla, le cerf s'agenouille, par bonheur et présence exquise. Aujourd'hui, c'est pas possible. Un cerf vivant qui va s'agenouiller dans un roi, ils ont fumé quelque chose, voilà, ils ont pris des champignons, voilà. Voilà. Puis en plus, ça c'est un volant. C'est un volant. Eh ben, le problème, c'est que, regardez bien, on a une image. Alors c'est dans le milieu, c'est pas une photo. Et en effet, pendant très longtemps, d'autres historiens qui ont travaillé là-dessus ont dit bah non, mais ils ont mis un mannequin. Et ben moi, en fait, j'ai trouvé, enfin c'est pas moi qui ai trouvé pour le coup, mais en l'occurrence, il y a un archéologue qui a trouvé des restes de cerfs, notamment en Gaule. Mais dans d'autres pays, on a trouvé ça, dans des tombes, et des représentations de cerfs dans des tombes, en Gaule. Et des cerfs qui avaient des espèces de modifications au niveau de la mâchoire. Et en l'occurrence, sa théorie qui tient parfaitement, c'est que ces cerfs-là étaient utilisés comme monture. Comme monture. monture. Pourquoi c'est possible? Eh bien, vous allez voir, regardez, tapez ce soir les Yakoutes. Yakoutes en train de chevaucher des cerfs. Les Yakoutes, c'est des tribus, enfin, c'est des peuplades, en gros, des peuplades inuites ou en tout cas finno-ougriennes du nord de la Sibérie. C'est des chasseurs de rennes, éleveurs de rennes, ils montent des cerfs sans aucun problème. Des rennes sans aucun problème. D'accord? Ils se déplacent sur des rennes. D'accord? Et bien, en l'occurrence, la théorie donc, de cet archéologue, c'est de dire concrètement que les cerfs, certainement en Gaule dans les pays celtiques, ça a pu servir de monture. C'était pas des montures aussi efficaces que les chevaux, mais c'est des montures quand même. Et en plus, il a retrouvé, un texte du 19e siècle dans un cirque, où en fait des gens d'un cirque avaient appris aux cerfs à faire quoi? Plus dans le à faire des révérences. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est simple. Aujourd'hui, nous, la vision qu'on a du cerf, c'est une vision qu'on a créée. Le rapport qu'on a au cerf, c'est un animal qu'on a ensauvagé exprès pour servir d'animal de chasse.
rien ne dit qu'on n'aurait pas pu s'en servir comme monture. Rien ne dit. D'accord? C'est là où, en fait, vous savez, justement, le rapport nature-culture, il est idiot. Parce que la nature, ça n'existe pas. D'accord? Ça existe beaucoup moins qu'on pourrait le penser. L'exemple, là je fais une parenthèse, l'exemple, vous avez une éthologue, une spécialiste des animaux qui s'appelle Vinciane Després, qui a écrit un bouquin vraiment sympa qui s'appelle Quand le loup habitera avec l'agneau. Et elle parle d'un exemple, elle parle d'un éthologue spécialiste des corbeaux, qui a commencé à bosser sur les corbeaux dans les années 70. Et il bossait sur les corbeaux je crois, il bossait dans l'État de New York, aux États-Unis. Et là, c'était impossible pour lui de bosser sur les corbeaux, parce que les corbeaux, dès qu'il approchait, ils avaient peur. Alors, bon, il a dit, bah, je vais essayer d'aller ailleurs. Il est allé dans un endroit, et puis finalement, il est fini dans le nord du continent américain, dans le nord-Canada, où il n'y a quasiment que des Inuits, des Amérindiens. Et là, tout d'un coup, les corbeaux, sans problème. Les corbeaux, c'est ça approche. Ils venaient manger récemment. Pourquoi? Ben, c'est simple. Les Amérindiens, depuis des lustres considèrent les corbeaux comme des animaux sacrés. Ils ne vont pas chasser. Vous voyez ce que je veux dire par là? Tout ça me permet de dire que, pour moi, il est tout à fait possible qu'on ait, d'accord, des cerfs au Moyen-Âge à qui on n'est plus entraîné pour faire ça. D'autant plus que les cerfs, d'accord, on a des textes, je ne vais pas vous le lire parce que sinon on a des textes de contes, des contes de cerfs qui sont, par rapport à des cerfs qui sont gardés dans le bois de Vincennes, des cerfs qui se laissent attraper et qui sont marqués au fer. D'accord? On a des textes où on voit des biches, d'accord, qui se laissent traire. Et on fait boire le monde des biches, d'accord? Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il faut sortir de l'image qu'on a du cerf, qui est une image ou un rapport que nous on a aujourd'hui avec l'animal, mais qui n'est pas le même, qui n'était certainement pas le même au Moyen-Âge. D'accord? Alors donc là, vous avez donc cette histoire-là. Alors, cette histoire, mais qu'est-ce qui se passe là, encore une fois dans cette image, parce que, encore une fois, imaginez que c'est vrai, ça arrive vraiment. Donc vous avez le roi donc, qui est au milieu là, de l'image, d'accord, et vous avez le cerf qui s'agenouille. Mais il y a un truc sur l'image qui a été rajouté par rapport au texte. C'est pour ça que l'image et le texte, parfois, c'est... Regardez bien. Regardez bien, il y a un truc bizarroïde. Bon là, le cerf s'agenouille, ok. Oh. Tac. Bah, là, hop, fait un agrandissement, d'un coup. Il y a un truc bizarre, regardez bien. Ouais, la couronne, ça c'est la couronne, c'est évidemment pour rappeler, ça je pense que ça rappelle du cerf-volant, ça. Le cerf-volant de son lys, d'accord, voilà. La main du roi qui est gantée de fer. Ouais, regardez bien. Alors là, c'est pas une main comme ça, c'est une main comme ça. Une main comme ça. Et il demande l'allégeance du cerf. Exactement, mais regardez bien, il y a un autre truc. Exactement, le cerf a quelque chose dans la bouche. Il a quoi dans la bouche? Il a une pièce. Et évidemment, c'est un rite féodo-vassalique. C'est un rite féodo-vassalique, c'est un rite de cheval. C'est exactement comme quand un cerf SERF, un cerf, donc un esclave, allait donner à son seigneur un écho. Voilà, et voilà, vous avez la même chose. Alors peut-être que le vrai cerf n'avait pas ça, mais par contre sur l'image, vous avez donc, paf, la main du roi, immixio manum, d'accord, encore une fois, avec le cerf. Là, vous avez encore une fois les deux regards qui sont quasiment au même niveau, d'accord, et donc vous avez le cerf qui va donner donc cette pièce au roi. Et ce qui est encore plus fort, c'est que sur l'image, et ça c'est pas facile parce qu'il faut apprendre à lire les images médiévales, mais derrière il y a un truc qui explique tout, d'accord, c'est que le fond de l'image, dans une image mineur, c'est hyper important. Vous avez un hôtel. Et l'hôtel, évidemment, c'est le lieu où il y a la transubstantiation. J'y arrive jamais, celui-là. La transubstantiation, voilà. En gros, le pain se change en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Et c'est l'endroit où on se transforme, où tout se transforme, et c'est notamment l'endroit où se passent les rites féodaux. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui devient le vassal de quelqu'un d'autre, ça se passe évidemment sur un hôtel, à côté d'un hôtel, d'accord? La personne se transforme en vassal, et on fait ça devant l'hôtel. Et là, vous avez la même chose, là. Et plus largement, ça veut dire que devant, d'accord, alors même s'il n'y a pas eu cette espèce de truc devant le public, même s'il n'y a pas eu cette espèce de rituel devant le public, en réalité, ça a pu arriver devant l'église, ça veut dire que le roi, d'accord, le cerf devient le vassal du roi, donc évidemment ça rappelle Charles VI, Saint-Eustache, machin et tout, ok, Saint-Denis tout, mais ça veut dire que le roi réussit à établir un lien que personne d'autre n'arrive à faire. L'animal consent à son pouvoir, et par ce fait, la ville
voit que le roi est un être exceptionnel, tout comme François d'Assise avait réussi à montrer, grâce au loup, qu'il était un être exceptionnel, d'accord? Eh bien, c'est pour ça que la ville passe, d'accord, quelque part sous le contrôle, d'accord, de Charles VII. C'est un des rites qui va permettre, quelque part, l'inféodation de la ville à Charles VII. Alors maintenant, on va revenir en 1431, ça devient plus clair quand même. Un peu plus clair. Et c'est encore plus clair avec le plan. Bon, là, c'est le plan de Belleforest qui date de 1560. Il n'y a pas de plan plus ancien. Enfin, c'est un des plans les plus anciens de Paris. Hein. C'est un plan qui est orienté, on le voit assez nettement, si vous reconnaissez facilement. Là, vous avez Notre-Dame, le palais, d'accord, donc l'île de la Cité. Là, vous avez l'île Saint-Louis. Enfin, à l'époque, c'est pas l'île Saint-Louis, là, c'est l'île d'Auvache et donc c'est deux îles. Là, vous avez l'île de Louviers qui aujourd'hui est rattachée, d'accord, hein, là, ce bras-là a disparu. Okay. Et donc là, vous avez les deux grands axes parisiens. Un, la rue Saint-Martin, qui est l'ancien cardo romain, et la rue Saint-Denis, qui sont parallèles. C'est vraiment la distance typique entre les axes romains. Sauf qu'évidemment, la rue Saint-Martin était l'axe majeur à l'époque romaine et devient l'axe secondaire. L'axe majeur, c'est devenu évidemment l'axe de la rue Saint-Denis. Okay. Et donc, là, vous avez une orientation est-nord. D'accord? Bon, l'entrée royale typique, c'est ça. Bon, ok. C'est ce qu'on fait voilà, depuis le début du XIVe siècle. Sauf que là, il y a un nouveau truc, c'est que cette année, donc en 1431, vous avez donc cette entrée qui se passe comme ça, et vous avez donc l'apparition du cerf ici, d'accord, au niveau de la fontaine, d'accord, des Innocents, la fontaine des Innocents qui est juste à côté du cimetière des Saints-Innocents, d'accord, cimetière qui est une propriété royale, d'accord, et la paroisse évidemment Saint-Eustache, c'est ici, ok. Voilà. Bon, ça c'est pour le premier cerf. Ah, ça va. Le second cerf apparaît là, et donc on l'emmène à l'hôtel des Tournelles, qui est là. L'hôtel des Tournelles, c'est en face de l'hôtel Saint-Paul, qui était le palais de Charles VI. Hein. C'est là où Charles VI avait son palais. Et l'hôtel des Tournelles, c'est très drôle, parce qu'en fait, l'hôtel des Tournelles, ça appartenait, d'accord, à la famille d'Orléans, d'accord, la famille d'Orléans, qui était en fait la famille des frères de Charles VI, ok, et la famille d'Orléans, qui est évidemment la famille ennemie des Bourguignons, d'accord, et donc du roi d'Angleterre, ok. Donc quelque part, dans cet hôtel-là, s'est installé le duc de Bedford, qui est marié avec la fille d'un des ducs de Bourgogne, d'accord. Le duc de Bedford, quelque part, a pris possession du palais de son adversaire. Et donc le cerf, il est emmené là. Pourquoi il est emmené là? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il faut suivre maintenant l'entrée royale jusqu'au bout, parce qu'en fait, le roi Henri VI, il continue son entrée en faisant ça. C'est-à-dire que le cerf lui est présenté ici. Le roi va au palais, passe à côté de Notre-Dame, il reprend, donc il reprend pour le coup le petit fond, et puis il fait quoi? Il suit le cerf. Et peut-être même, on ne sait pas, parce que le texte n'est pas très clair, peut-être que le cerf, il a attendu jusqu'ici, et puis après le cerf a précédé le roi était juste derrière lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez une chasse. C'est une chasse symbolisée, hein? C'est une chasse. Le roi chasse devant tout le monde. Chasse un animal, d'accord, qui en plus est couvert de ses armes, hein, avec une espèce de tissu couvert de ses armes. Donc vous voyez, encore une fois, avec un rituel comme celui-là, que fait le roi? Eh bien, il prend possession de la ville. Il se comporte dans Paris, qui est un endroit clos, avec un rempart, tout comme il pourrait se comporter à Vincennes, qui est un endroit clos. Il considère Paris comme une réserve de chasse, donc il en prend possession. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une des entrées où on commence de plus en plus. C'est des entrées où on va vraiment y aller à fond dans les rites, etc. Et tout, parce que pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a une compétition, quelque part, de prééminence, d'accord, entre Henri VI et Charles VII, et c'est quelque part celui qui rajoutera le plus de rites qui va gagner, quelque part. D'accord? Alors, très rapidement, je finis là-dessus. Voilà, alors là, je vous ai fait un espèce de petit schéma.
vous montrer un peu ce que ça pouvait être les rapports entre les rois et les animaux. Parce qu'encore une fois, ce qui est important de savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, on n'est pas dans un rapport, on n'est pas dans une séparation purement animal-humain, mais il y a des animaux particuliers, d'accord, qui vont avoir des rapports avec des humains particuliers, d'accord, et cette espèce de distinction va permettre de distinguer qui est parmi les humains, qui sont les dominants parmi les humains. Alors là, vous avez, je passe rapidement dessus, donc la relation à travers une chasse exclusive via la clôture, tac. Bon, je passe rapidement dessus parce que là, parce qu'en plus j'ai dû enlever des diapos, parce que sinon ça n'allait pas être bon. Voilà, là ce qui est le plus important, c'est ça. Donc là, vous avez les rapports animaux-roi-vie. La ville, elle est là, les cerfs sont là. A priori, pas de rapport, les cerfs sont éloignés de la ville. Là, tout d'un coup, vous avez un roi qui va se glisser entre les deux. La ville est contestée. C'est ce qui se passe à Paris. Le roi va chasser les cerfs. D'accord? Mais ce qu'il va faire, c'est que les cerfs donc, vont être chassés, et ce que va faire les cerfs, ils vont consentir à être chassés. Et en ramenant les cerfs dans la ville, d'accord, en montrant quelque part que en montrant ce rite de la chasse dans la ville, d'accord, va quelque part devenir, va se transformer grâce à cette chasse. D'accord? Mais c'est un peu ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Alors, je voudrais, parce que c'est tard, ben oui, parce qu'on va finir sur un contre-exemple contemporain. On va finir sur un contre-exemple contemporain. Là, et là d'ailleurs, on va passer à ça. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, je montre juste très rapidement pourquoi j'ai pris cet exemple du Larzac. Parce que je voulais vous montrer la différence totale qu'il peut y avoir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne viendrait jamais à l'idée, parce qu'on est dans un système politique, social complètement différent, il ne viendrait jamais à l'idée, quoique, il ne viendrait jamais à l'idée je sais pas, François Hollande d'aller chasser un cerf au milieu de Paris, d'accord, avec, c'est plus Valérie, je ne sais plus qui. Voilà, bon voilà, ça viendrait à l'idée de personne. Ça viendrait à l'idée de personne. Quoique si vous y réfléchissez bien, attention, l'entrée royale, ça continue, enfin, en tout cas ça perdure au moins jusqu'en 1944, quand De Gaulle il descend les Champs-Élysées, c'est l'entrée royale. Il s'est fait exprès, De Gaulle c'est un malin, d'accord, il a repris exactement les mêmes symboles. Exactement, il finit Notre-Dame, d'accord, voilà, je sais pas. Bon bref, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, ben, je vais laisser parler un peu je vais laisser la vidéo, et puis ouais, vous allez voir. C'est dessous. Donc là, c'est le témoignage d'une des figures de la lutte du Larzac. La première action que nous avons faite d'abord, ça a été en 1971, une importante manifestation à l'appel de la FNSEA à Millau, où il y avait environ 6000 personnes. Puis au printemps 1972, nous avons jeûné à la cavalerie avec Lanza del Bastro, et là, lui, il a donné 14 jours de sa vie, et nous avons jeûné les paysans 24 heures à tour de rôle. Et là, ça a été très fort pour nous, parce que les paysans d'habitude qui ont l'habitude de bien manger, se priver de manger pendant 24 heures, c'était très fort. Et c'est là que nous sommes connus entre nous. Ensuite, il y a eu les brebis sur la Tour Eiffel. Oui, alors là, à l'annonce de l'enquête d'utilité publique, nous avons pensé qu'il était important de faire une action nationale, d'ampleur nationale. Alors nous avons amené 60 brebis au pied de la Tour Eiffel. Alors, nous sommes partis une nuit. Et puis, nous avions choisi un mercredi pour qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il y ait beaucoup de mamans qui se promènent avec leurs enfants. Alors ça, c'est un premier témoignage. Non, on va passer un second témoignage sonore qui date de 2011. C'était pour les 40 ans de début de la lutte du Larzac. Il faut dire que Bagné, une grande foule, ici... Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, allez-y. C'était sur France Culture. Donc. Et en fait, il faut dire que Bagné, une grande foule, ici, au fond, sur le plateau du Larzac, on sait le faire, puisqu'on sait manier aussi 300, 400, voire 500 brebis. La brebis, c'est un animal grégaire qui marche en troupe. Et en fait, avec l'expérience, nous, les vieux bergers, on sait qu'une foule, c'est exactement comme nos moutons. C'est le même comportement. Parfois, un grand nombre de brebis, on découvre un peu l'intelligence. Oui, parce que, en fait, elles veulent aller à l'endroit.
Et elles arrivent souvent où elles veulent aller, quand même. Elles acquièrent l'intelligence par le groupe, mais il en faut quelques centaines. Propos recueilli par Mélanie Chardon. Mélanie, bonjour à vous. Vous avez fait un tour sur le Caussière. On va vous ouvrir votre micro. Voilà. Oui, un peu. Bonjour. Les moutons, enfin, les brebis là, que vous entendez, j'étais hier sur le bateau du Larzac et on était dans la ferme, dans l'exploitation de Bernard Parzi, au Devèze-Nouvelle, qui est donc l'exploitation qui a été reprise de Marie de Tarlier, une des grandes protagonistes du film. Et on entendait Léon Maillet, puis Bernard Parzi qui nous parlait de l'intelligence des brebis et de la foule. Pierre Burguière, mener un troupeau de brebis, c'est comme mener 300 000 manifestants. Tout dépend comment elles sont dressées, les brebis, et le chien qu'on a. Si on a un bon chien, on fait ce qu'on veut d'un troupeau. Si on n'a pas de bon chien, les brebis, c'est elles qui commandent. Alors là, je suis d'accord avec Bernard quand il dit, elles arrivent là où elles veulent. C'est vrai que si on n'a pas un bon chien qui les cadre, mais nous, comparé aux moutons, c'est vrai que des fois, on est quand même un peu mouton. Mais moi, ça me vexe un peu, parce que la brebis, il faut qu'on la discipline, et on y arrive malgré tout. Et je ne voudrais pas qu'on nous discipline de la même façon. Alors, oui, Christian Rouault. Mais il faut savoir aussi que la brebis est devenue une arme sur le plateau, puisque les paysans se sont aperçus qu'eux savaient diriger les brebis, les flics non. Et donc, ils les ont très souvent utilisés pour des manifestations. À Paris notamment, avec des épisodes assez croquignolesques où les CRS essaient de faire rentrer les brebis dans les camions et n'y arrivent pas. Voilà, donc c'était... alors, ça a l'air comme ça un peu folklorique, mais en même temps, c'est hyper intéressant de vous montrer que vous avez un pouvoir qui ne passe plus, d'accord, du tout, ou une représentation du pouvoir qui ne passe plus par le consentement d'animaux, d'accord. Ce qui fait que quand vous avez des gens qui, eux, pour qui, eux, c'est le métier, d'accord, et c'est drôle, même d'ailleurs, ils se disent, oui... nous, on sait maîtriser des moutons, donc on sait maîtriser une manif. Voilà, c'est assez marrant, quoi. Donc, mais vu que vous avez un pouvoir qui ne passe plus par le consentement d'un animal, d'accord, quand vous avez des gens qui utilisent ces animaux et qui les projettent dans une ville, alors là, par contre, voilà, d'accord. Donc c'est quand même assez marrant de voir le décalage complet. Alors évidemment, on n'est plus du tout dans la même société, d'accord, on n'est plus du tout dans le même système politique, mais c'était quand même marrant, je voulais finir là-dessus, de voir le décalage complet qui pouvait exister. Par rapport à ça. Vous n'avez pas vu les poules devant l'Assemblée? Non. Ils ont fait, oui, ils sont arrivés avec une camionnette, ils ont fait sortir des poules, les flics, tout le monde, personne ne savait articuler. Bien sûr, mais c'est vrai. Mais là, vous avez 3 minutes qu'on passe à... Mais bien sûr, mais c'est parce que vous avez une société, pour le coup, qui au Moyen-Âge, vous avez 90% de la population qui est paysanne, voilà, les animaux, on en voit partout, notamment des animaux d'élevage. Aujourd'hui, allez, en France, il doit y avoir 3-4% de la population qui est dans l'activité agricole, de manière paysan en plus, d'accord. Et voilà, c'est un monde qui est complètement étranger par la plupart d'entre nous maintenant. Donc voilà, donc c'est là pour le coup, mais c'était quand même intéressant. Et surtout, encore une fois, pensez bien que, alors, je vais juste revenir, je vais juste faire parce que ça, je vais juste faire un petit, je vais un peu me contredire, parce que néanmoins, il reste un animal ou des types d'animaux avec lesquels on va jouer, d'accord, avec lesquels les gouvernants actuels vont jouer. Cet animal, évidemment, c'est le cheval, d'accord. Parce que, par exemple, vous avez nombre par exemple, Poutine, d'accord, plusieurs fois, il s'est montré à cheval, d'accord, à la télé russe, pour dire je suis un bon cavalier, machin et tout. Et évidemment, derrière ça, il y a aussi l'idée de dire je maîtrise un cheval, donc je réussis à maîtriser l'État. Ne rigolez pas, mine de rien, dès le XVIe siècle, on dit ça. Et texto, d'accord. Texto, vous avez des gens qui disent, des traités d'art équestre, on dit le noble doit bien savoir monter à cheval pour maîtriser son cheval, tout comme il ainsi pourra bien maîtriser le peuple. Et donc, quelque part, le cheval, ça continue par contre. Je fais aussi un laïus par rapport à la France. En 2007, je rappelle que vous avez le candidat Nicolas Sarkozy qui va en Camargue, qui monte un cheval. Alors évidemment, là, il y a d'autres allusions, parce qu'il y avait aussi une allusion, je pense, au côté cow-boy, au côté aussi un peu de Johnny Hallyday, vous savez, en Camargue, comment la vie a commencé, machin. Et il y a plein de clins d'œil, mais il y avait aussi cette allusion-là, genre je suis un homme dynamique, machin, je sais maîtriser un cheval et tout. Bon, sauf quand on regarde un petit peu, il va toujours au pas, mais bon, ça c'est bon. Mais bon, voilà, donc on aurait dû se méfier. Voilà, donc en l'occurrence, voilà, donc ça continue, au niveau du cheval, ça continue.
Pareil, moi je dis ça parce que je vous conseille d'écouter, parce que je fais parfois des émissions de radio qui sont sur internet avec des historiens. Moi j'ai fait une émission de radio avec Daniel Roche, qui est un spécialiste du cheval, et justement j'ai passé l'extrait, je vais passer l'extrait avec Sarkozy, et j'ai aussi passé un autre extrait avec Mitterrand, qui date de 77, dans 30 millions d'amis. Et en l'occurrence, Mitterrand, lui, ne monte pas à cheval, hein. Il y avait ses chiens, mais aussi il y avait des ânes. Eh oui, il y avait des ânes. Et pourquoi il y avait des ânes? Eh bien, l'âne, pour simplifier, pour faire le grossier, d'accord, hein, l'âne, c'est un animal de gauche. Le cheval, c'est un animal quelque part élitiste, et l'âne, c'est l'âne du paysan, voilà, c'est l'âne, c'est la monture du pauvre, quelque part. Et en plus, soit de passant, l'âne est aussi utilisé dans une entrée royale, une entrée de Louis XI dans le sud. Pourquoi Louis XI, alors je reviens au Moyen-Âge, pourquoi Louis XI utilise l'âne Napoléon? C'est une référence à quoi? Le retour d'Égypte, je ne sais pas quoi. Le Christ, ouais. Le Christ, oui. L'entrée à Jérusalem, le dimanche des rameaux, d'accord. Et là, encore une fois, vous avez un roi qui se prend pour Jésus, qui va, mais en fait, qui fait, voilà, mais il se met sur un âne, d'accord. Donc c'est intéressant. Et là, le fait que, par exemple, dans l'extrait, c'est vraiment marrant. Mitterrand, il donne à manger aux ânes, et puis il est dans un rapport extrêmement, pas du tout dominateur, hein, même si, bon, évidemment, c'est maintenant qui c'était, Mitterrand, voilà. Mais en l'occurrence, l'image qu'il donne, c'est l'image du brave type. Du brave petit vieux qui donne à manger à ses ânes et tout. Il y a tout un discours qui est développé autour qui est assez étonnant. Donc voilà. C'est pour ça que je dis, le consentement animal, ça peut continuer, d'accord, ça peut être encore utilisé, moins qu'à l'époque médiévale, mais ça peut encore être utilisé. Hein. Ça peut encore être utilisé. Voilà, quoi. Et d'ailleurs, l'extrait de Mitterrand, moi je le trouve assez fascinant. Mitterrand, il dit, les ânes, ils sont un peu comme tout le monde, ils ont besoin d'être les meilleurs connus. C'est un peu, quand on connaît après le parcours de Mitterrand, ou quand on connaît aujourd'hui, évidemment, on a un peu Machiavel qui parle en disant, moi, les gens, voilà, si je leur donne un petit peu de croquette, finalement, ils me suivent, quoi. Donc, voilà, c'est assez étonnant, je trouve, comme expert. Vraiment, je vous conseille, voilà. Il est sur le site de l'INA, d'ailleurs. Voilà, bah, écoutez, tout ça, en fait, pour vous dire que quelque part, je voulais vraiment, encore une fois, ce soir, sortir du discours symbolique en disant les animaux, c'est tel symbole, parce que sinon, on aurait fait un catalogue d'animaux, c'est inutile.